Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le colonel Assimi Goïta, chef de l'État malien, a pris un décret le 10 avril 2024 suspendant jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et des associations à caractère politique sur toute l'étendue du territoire malien. Je vous laisse écouter dans cette vidéo le communiqué et les raisons qui ont motivé une telle décision. D'abord, procéder à la lecture d'un décret qui vient d'être adopté en Conseil des ministres. Je suis bien entendu donner des explications qui ont poussé nos plus hautes autorités à prendre une telle orientation. Ensuite, je donnerai les mêmes explications en langue diabam-nankan, puis je serai très heureux de me prêter à vos questions et observations. Sans plus tarder, au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture à un décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022, portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2024 relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36/PCG du 28 mars 1959 portant loi sur la liberté de réunion, vu le décret numéro 2021-0361/PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752/PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État, vu le décret numéro 2021-0385/PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décrète, article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Merci de votre très aimable attention. Merci infiniment. Encore une fois, je voudrais vraiment réitérer mes chaleureux remerciements aux membres de la presse qui ont fait aujourd'hui le déplacement, en sachant qu'il s'agit d'un jour férié, consacrant la fin du Ramadan. C'est très important que nous vous donnions quelques explications qui ont poussé nos plus hautes autorités à prendre une telle orientation. Le décret qui vient d'être lu est une mesure police, c'est une mesure d'ordre public dont le but justement est de préserver l'intérêt général. Ce n'est pas un décret qui vise un parti politique en particulier, ni une association spécifique. Donc c'est une mesure impersonnelle, motivée par un certain nombre de raisons. Je voudrais d'abord évoquer des raisons politiques, ensuite des raisons sécuritaires. Il vous souviendra que le 31 décembre 2023, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors de son adresse à la nation, a pris l'initiative d'engager tout le peuple malien autour d'un dialogue direct intermalien. Évidemment, à la suite des événements, nous le savons, le 25 janvier 2024, pour des raisons que vous connaissez, en tout cas des raisons suffisamment exposées
dans le communiqué numéro 064, numéro 065 du gouvernement de transition, nos plus hautes autorités ont décidé de mettre fin à l'accord d'Alger avec effet immédiat. L'objectif recherché à travers ce dialogue direct intermalien, dans un premier temps, c'est de tirer tous les enseignements. Je crois que le chef de l'État lui-même l'a souligné, les enseignements des difficultés que le Mali a eues dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Cet accord, malheureusement, qui contrevenait très largement aux trois principes guidant l'action publique au Mali, à savoir la souveraineté, la prise en compte de nos intérêts stratégiques et de nos choix de partenariat et la prise en compte des intérêts du peuple malien. C'est vraiment un accord qui était en déphasage total avec ces trois principes édictés par le chef de l'État. Évidemment, dans sa mise en œuvre, il y a un comité de pilotage dans lequel se retrouve quasiment l'ensemble des forces vives de notre nation qui ont pour mission justement de mener ce dialogue jusqu'à bon port. Ce dialogue est d'autant plus important que le Mali se trouve dans une phase critique. Je ne vous apprends absolument rien du tout. Les formes de terrorisme que nous avons connues ici, bien entendu, sont des formes qui ont évolué. Dans un premier temps, c'était vraiment un terrorisme qui est mené essentiellement par des acteurs extérieurs. Ensuite, c'est un terrorisme qui s'est amalgamé avec une conflictualité communautaire. Aujourd'hui, cette conflictualité communautaire a suffisamment porté atteinte à la fois à l'unité de notre pays et à la cohésion nationale. Donc je crois que l'objectif recherché à travers ce dialogue, c'est vraiment de régler définitivement le problème de la conflictualité communautaire et subséquemment, c'est le terrorisme. Plus les terroristes sont isolés, plus, bien entendu, leur lutte et leur neutralisation devient facile pour nos forces de défense et de sécurité. Mais malheureusement, dans beaucoup de régions, ce n'est pas encore le cas. Comme je dis, il y a une forme d'amalgame entre la conflictualité communautaire et le terrorisme. Les illustrations sont légion, nous sommes tous des témoins. Il suffit de voir un peu les camps de déplacés internes ou les camps de réfugiés qui sont à la fois à Bamako dans certaines régions et bien entendu dans certains pays voisins. Au moment de mettre en œuvre ce dialogue ô combien important pour notre pays, nous avons nous-mêmes été surpris. Disons, on parle des discussions stériles, en réalité, qui n'en valaient pas du tout la peine d'exister, pour plusieurs raisons. Personnellement, je qualifierais ces discussions de paradoxe du poule et de l'œuf. On n'a pas le temps, disons, de rentrer dans ce genre de détails. Le 25 septembre 2023, par anticipation, je pense que nous avons tenu, par sincérité et en gage de bonne foi, à informer l'opinion nationale et internationale qu'il serait impossible, compte tenu d'un certain nombre d'arguments qui ont été évoqués dans ce communiqué, communiqué numéro 060 du gouvernement de transition, de tenir les élections à date, et qu'il y allait avoir, bien entendu, un léger report. Forcément, le 26 mars, lorsqu'on entend certains acteurs évoquer des hypothèses, qu'on dit, qui n'ont pas lieu d'être, des hypothèses prises en charge largement à la fois par la Constitution du 22 juillet 2023, bien entendu par la Charte de la transition. Toutes les dispositions sont claires et bien mentionnées, qu'on n'est pas du tout dans un vide juridique. La transition continue. Maintenant, quelles sont les raisons? Nous avons évoqué un certain nombre de raisons. Le 25 septembre, c'était des raisons techniques que nous avons évoquées. Parce qu'à ce jour, au moment bien entendu de communiquer, nous n'avons que des raisons techniques. La première raison technique, c'était le problème de la base de données RAVEC, que nous avons pu résoudre, vraiment grâce à l'engagement de certains de nos compatriotes. Ensuite, il y avait bien entendu la question de l'adoption d'un certain nombre de textes dérivés qui doivent, disons, rentrer dans le cadre de l'application de la Constitution. Et parmi ces textes dérivés, la loi électorale elle-même doit être relue. Et enfin, bien entendu, le traitement des résultats de la révision annuelle des listes électorales par l'autorité indépendante de gestion des élections. Et ça, on était le 25 septembre 2023. Évidemment, entre-temps, nous avons nous-mêmes été désagréablement surpris que des partenaires, c'est fou le dire, et lorsque vous avez un accord avec un certain nombre d'acteurs, ces acteurs sont vos partenaires. Je pense aux acteurs qui étaient signataires de l'accord pour l'appel à la réconciliation issu du processus d'Alger. Les investigations ont montré que ces acteurs ont pris une part active, une complicité très vive auprès des groupes terroristes qui ont bien entendu entraîné un certain nombre de drames dans notre pays,
notamment l'attaque contre le bateau, et bien entendu d'autres attaques terroristes contre certaines garnisons militaires à Tombouctou et dans la région de Gao. Donc forcément, bien entendu, grâce à l'engagement et à l'abnégation du chef de l'État, chef suprême des armées, et aux forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, il y a un certain nombre de localités qui ont été prises, voyamment prises par nos forces, dont le couronnement, en tout cas l'un des tournants majeurs, a été l'occupation de la base de Kidal, de la région de Kidal, le 14 novembre 2023. Il vous souviendra également comme gage de bonne foi, le 31 décembre 2023, lorsque le chef de l'État annonçait l'initiative du dialogue intermalien, l'accord d'Alger était toujours en cours. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, la transition a des dynamiques. Donc, forcément, lorsque vous avez des dynamiques, vous êtes constamment obligé de vous adapter pour prendre en compte certaines réalités. Aujourd'hui, comme je dis, les conditions dans lesquelles cet accord a pris fin, en fait, vous le savez, je dis, c'était un accord qui était devenu un instrument géopolitique entre les mains d'un certain nombre d'États, chose qu'on ne pouvait pas accepter, en tout cas dans le cadre des nouvelles orientations souverainistes de notre pays. Mais entre-temps, il fallait également prendre en compte cette nouvelle réalité. Je dis que lorsque vous parcourez l'accord d'Alger, ces acteurs, certains acteurs, pas tous, certains acteurs qui étaient signataires de cet accord avaient des obligations. Et l'une de leurs obligations était de sécuriser les localités dans lesquelles ils se trouvaient. Lorsque vous avez un partenaire, ce qui vous comptez pour organiser des élections, en tout cas, qui a des obligations du point de vue de l'accord, devient subitement un groupe terroriste, forcément, c'est une dimension, c'est une nouvelle donne qu'il faut prendre en compte pour l'organisation de ces scrutins. Et comme je dis, en fait, les évaluations sont en cours. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas, soyez sûr que les forces de défense et de sécurité, sous le leadership de nos plus autorités, ne ménagent aucun effort pour que l'État puisse assurer pleinement sa présence sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'était un peu l'argument politique. Donc, comme je dis, l'argument développé par certains acteurs politiques n'ont pas lieu d'être. Je pense que ces acteurs eux-mêmes le savent pertinemment. Je vous donne vraiment un exemple c'est basique. Lorsque vous avez une séance de travail avec un partenaire qui est prévu, je donne un exemple, aujourd'hui nous sommes le mercredi, qui est prévu le jeudi ou le jeudi prochain à midi, et qu'une semaine à l'avance, par aimabilité, par transparence, vous prévenez cet acteur que le jour J qui était prévu pour cette réunion, qu'il y aurait certainement un léger report, et que cet acteur attend ce jour J, donc c'est le jeudi à midi, pour dire que finalement que la réunion n'aura plus lieu. Ce qui n'est pas du tout ce qui a été dit. Comme nous-mêmes, nous avons été surpris par des arguments développés. Je ne vais pas rentrer dans ces arguments. Je pense que quelque part, les réponses idoines leur ont été données par d'autres forces politiques, bien entendu d'autres experts. En tout cas, juridiquement, il n'y a pas de vide juridique institutionnel. Et 6 mois à l'avance, notre communiqué numéro 060, le communiqué du gouvernement de la transition, est suffisamment éloquent. Tous les arguments ont été développés. Les acteurs savaient très bien que les élections n'allaient pas se tenir, en tout cas en mars 2024. Et nous l'avons dit en toute transparence, compte tenu d'un certain nombre de difficultés. Ceci dit, le danger, en tout cas l'un des arguments ayant poussé nos plus autorités à prendre cette mesure de suspension des activités, à la fois des partis politiques et des associations qui ont des activités politiques, s'explique essentiellement par la nécessité de maintenir un climat de sérénité. On ne peut pas mener un dialogue aussi crucial que l'est aujourd'hui le dialogue direct intermalien dans la cacophonie et dans la confusion. Je m'explique. Les partis qui sortent développent des arguments juridiques qui ne tiennent pas du tout sur la route, et nous le savons, et forcément seront répondus par d'autres forces, et qui ont des arguments, bien entendu, qui ont des arguments légitimes, qui ont des arguments juridiques qui sont évidents. Mais ceci dit, tout cela amène quelque part une forme de polarisation de notre société. Il ne faudrait pas que la société soit polarisée autour d'idées qui n'en valent pas la peine. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le plus important, c'est de faire l'union sacrée autour de ce dialogue national direct intermalien. D'ailleurs, c'est le seul dialogue que nous avons, c'est la seule initiative que nous avons. Il n'y a pas d'alternative. Donc on ne peut pas accepter que des forces politiques, pour une raison ou pour une autre,
prennent en otage une initiative aussi salvatrice pour notre pays. Ça, c'est l'argument politique. L'argument sécuritaire, je pense que... Cette décision courageuse vise à mettre un terme aux agitations politiques incessantes qui nuisaient à la stabilité du pays et à son développement. En effet, depuis plusieurs mois, les partis politiques maliens se sont embourbés dans des conflits internes et des luttes de pouvoir stériles au détriment des besoins du peuple. Alors ainsi, le colonel Assimi Goïta a pris ses responsabilités en tant que garant de la sécurité et de la cohésion nationale. Par cette décision, il a donné un signal fort à tous ceux qui tenteraient de déstabiliser le pays et de freiner son progrès. C'est le moment pour le Mali de se concentrer sur ses priorités, la lutte contre le terrorisme, le développement économique et social et la consolidation de la paix. Le colonel Assimi Goïta a montré la voie. Il est désormais temps pour tous les Maliens de s'unir derrière lui pour bâtir un avenir meilleur pour le pays. Alors selon vous, dans quelle mesure vous avez confiance aux autorités de la transition pour gérer la situation politique au Mali? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et on se dit à très bientôt.